Bonjour à tous, bienvenue dans Contrôle F. Donc, Contrôle F, c'est une émission de tech en général, mais il y a des valeurs communes qu'on veut garder dans cette émission. C'est la curiosité intellectuelle, on veut vraiment mettre ça sur le devant de la scène, ainsi que l'art du débat. Donc, c'est-à-dire que personne ne détient la vérité à cette table et on reste ouvert à l'idée de l'autre. Et ce qu'on veut faire, c'est juste permettre de comprendre des concepts un petit peu complexes sous différents points de vue. Donc, c'est notre première émission aujourd'hui. Donc, on a Maxime en face de nous. Si tu veux te présenter un petit peu. Oui, Maxime Bavard, je suis solution architect depuis maintenant 1 an, mais avant ça, j'étais développeur. Donc, histoire de faire un petit background, tech enthousiaste depuis le plus jeune âge. J'ai commencé avec le hardware, à comme build mes PC et puis tout ça, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis après, je suis passé vers le software. Et maintenant, j'adore ça parce que je comprends comment ça marche côté hardware, je comprends comment ça marche côté software. Et donc, je peux allier les deux et essayer d'optimiser le tout. Donc, c'est à peu près ça mon background, typiquement, là, dans la tech. Super. Je vais me présenter aussi, Raphaël Vidal. Donc, on est les deux hosts de cette émission. Et donc, moi, je suis plus côté business. Donc, je suis en tech aussi. Ça fait une quinzaine d'années que j'évolue en tech, essentiellement en product management. J'ai fait pas mal de hardware. Au début, j'ai fait des serveurs, du data center, un petit peu de telco, construit des solutions cloud pour des clients. Puis j'ai rejoint IBM il n'y a pas longtemps, justement. On est des IBMers, hein, c'est pas un secret non plus. On travaille ensemble avec Max. On a travaillé longtemps dans la même équipe, maintenant on a changé. Et puis voilà, donc c'est un petit peu ça. Et ça a toujours été la curiosité qui a animé ma vie. Et jamais j'aurais pu penser que j'allais finir en tech, parce que j'ai commencé des études un peu classiques et on me disait non, l'informatique c'est réservé à une élite. Le classique. La fameuse Exactement. élite. Exactement. Et donc voilà, et donc on se part ce podcast. Et aujourd'hui, à notre table, nous avons Alexandre Hall. Donc Alexandre Hall, on travaille aussi avec lui en ce moment, mais on va inviter plein de gens de différents backgrounds. Alex, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui, avec plaisir, Alexandre Hall. Dans le fond, moi, je fais de l'analytique, de l'analyse de données, de l'IA. On peut appeler ça comme on veut depuis, je pense, près de 15 ans. Puis, j'ai pas du tout une formation dans le domaine. Je pense que ça m'amène cette curiosité aussi, puis le fait d'avoir une approche parfois un peu différente. Je fais aussi plus que je peux. J'essaie de beaucoup faire de mentorat, que ce soit à l'université ou dans des PME, des startups, pour juste balancer des idées, puis avoir des discussions un peu comme celles qu'on va avoir aujourd'hui. Super. Merci C'est top. beaucoup. Je vois que je suis le seul à avoir fait vraiment des études pour aller dans la tech au final, Ouais, c'est ça. de nous c'est ça. trois là. On est des. Ça On est prend des fous. quelqu'un qui connaît le domaine. Au moins une personne. Ouh, ça me met de la pression là tout de suite, incroyable. T'es notre SMI, ça y est. C'est bon, c'est bon. C'est acté. Donc oui, Contrôle F, en fait, c'est ça, donc ce que j'ai dit, dans les valeurs de l'émission, il y a vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui occupe toute la scène en ce moment. Et donc, l'intelligence artificielle, ça veut dire plein de choses. C'est pour ça qu'aussi, on a un expert dans le domaine aujourd'hui à table. Et on va parler un petit peu de ça sous différents angles. Mais tout d'abord, Alex, c'est quoi l'intelligence artificielle? Déjà, la définition change pas mal souvent. Là. On peut être assez perdu. Et moi-même, quand j'ai dû l'enseigner, on a tendance à retourner dans les définitions, etc. Je pense que si on veut le résumer en vraiment quelques mots, c'est n'importe quelle technologie qui peut automatiser des processus. Derrière, ça peut être des algorithmes très compliqués, ça peut être des règles, ça peut être des règles d'affaires vraiment simples. Si on automatise des choses, et évidemment, de plus en plus, si on a des fonctions très intelligentes qui arrivent à être utilisées, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Refaire ce que fait l'humain, c'était ce qu'on disait avant, mais c'est de plus en plus aller bien au-delà de ce que fait des humains. Ce que font des humains, c'est vraiment de l'augmentation de plus en plus. Mais tant qu'on automatise les choses, il n'y a pas de petite technologie derrière. C'est là qu'on est, à mon sens, dans l'IA. Et je pense que c'est le consensus qu'on voit le plus en ce moment arriver. Justement là, je voulais rebondir par rapport à ça là, typiquement, mais pour que tout le monde comprenne un petit peu, et cetera. Est-ce que le fait d'avoir des conditions, ce qu'on appelle des si, tel, montant est à 1 000 $, je prends telle décision, et cetera. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'IA? Ou est-ce que ça a besoin d'être plus intelligent que ça? Est-ce que si je mets plusieurs conditions comme ça me donne une IA? Selon moi, oui.
On pourrait en parler plus tard. Je parle beaucoup de gouvernance de l'information, de l'intelligence artificielle en ce moment, et je rappelais à des dirigeants qu'ils devaient aller gouverner, quand ils parlent d'IA, les choses qu'on appelle des règles d'affaires ou des règles plus simples, donc if-then, avec du conditionnel, etc. Mais ils me disaient, ben non. Je dis, ben oui, ça automatise des choses à l'échelle. Vous avez sûrement une série d'arbres de décision très complexes qui prennent des décisions chez vous qui viennent des boîtes noires, dans le fond, que vous ne regardez pas et vous vous focussez sur des choses qu'on appelle du machine learning, du deep learning, on pourra en parler plus en détail. Ça, vous dites, c'est ça mon IA. Mais non, votre IA, c'est n'importe quelle décision dans laquelle il y a une abstraction de l'humain. Si l'humain ne vient plus au cœur et que c'est fait automatiquement, c'est là selon moi, ça s'appelle de l'IA parce que ça vient avec toutes ces choses-là ont les mêmes choses en commun. Donc c'est marrant parce que ça veut dire qu'il y a quand même un point de vue sur ce que c'est que l'IA. Oui, oui. C'est pas un consensus encore. C'est vivant. Parce que la définition que j'avais, c'était celle que je m'étais créée. C'était, on arrive dans une ère de données. Quelque chose qu'on n'a jamais connu auparavant. C'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau dans l'humanité. 98% de la donnée créée depuis l'existence de l'humanité l'a été dans les 2 dernières années. Ça, c'est Intel qui disait ça déjà il y a 6-7 ans. Ce qui fait que, donc on parle de toute la donnée, des hiéroglyphes à ton téléphone. Tu vois, Oui. c'est immense. énorme. Et ce qui fait qu'on a plus de données que de capacité de cerveau à les assimiler, justement. Et pour moi, la définition de l'IA, c'était plus notre cerveau est limité pas tant dans sa faculté à prendre des décisions complexes, mais sa faculté d'analyse de facteurs, d'éléments De grande envergure. de grande envergure. Merci. Oui. Exact. C'est les big deux. data. Bon, peut-être si je peux rebondir là-dessus, je suis pas sûr de vraiment bien le comprendre. Puis n'importe qui va vous dire je comprends vraiment ce que c'est étrange ou alors cette personne a un don assez particulier. C'est pour ça que je me présente jamais moi-même comme un expert en IA. On peut l'être très bon le mardi et très mauvais le samedi. Puis ça marche d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Mais les grands modèles ont besoin de beaucoup de données. C'est Donc ça. on peut avoir de l'IA qui prend des bonnes décisions avec peu de données aussi. Donc oui, il ne faut pas oublier, on parle algorithme tout le temps. Moi, je dis toujours, il faut aussi penser storage, mémoire vive. Et ça, c'est des termes informatiques, mais derrière, ça veut dire quoi? C'est quel nombre de terabytes d'informations on a, quel calcul en mémoire on a. Puis ça, c'est le cerveau humain. En permanence, on prend des décisions basées sur nos décisions passées et est-ce qu'elles se sont bien passées ou non. On peut avoir des biais d'ailleurs là-dessus, mais aussi à travers le temps, on a amélioré notre propre logiciel. On l'a rendu plus malin. Ce que je vois dans même un arbre de décision, si on le fait faire 100 fois à un humain spécialiste dans le domaine, il va s'ennuyer, il va se tromper, il va faire une erreur, c'est pas la bonne journée. Et même un arbre de décision, lui, un ordinateur, je dis lui ou elle dans le fond, va être capable de le faire de manière extrêmement rigoureuse. C'est pour ça qu'on joue avec plein de dimensions là. On joue les capacités d'intelligence, la mémoire, etc. C'est pour ça que c'est une plante ou c'est un animal vivant, l'IA, et c'est un peu difficile de vraiment l'appréhender. Mais c'est justement là, parce que j'aime beaucoup la comparaison qu'on fait souvent de l'IA, typiquement, que c'est un enfant. Tu sais, c'est comme un bébé, là, tu sais, au tout début. Là. Puis, tu sais, tu vas le spécialiser, tu vas lui apprendre au fur et à mesure, il va évoluer jusqu'à temps que, tu sais, peut-être il arrive à son âge adulte, où là, il est vraiment à la majorité, il est vraiment compétent, puis là, on peut le mettre en production vraiment. Et donc j'aime beaucoup cette comparaison-là un peu parce que c'est à notre image aussi, où on n'a pas forcément beaucoup de connaissances ou autre, on a des instincts, etc., bien entendu, en tant qu'humain. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre évolution, puis de grandir, etc., on est éduqué, on va apprendre des choses et on se spécialise dans une certaine chose aussi. Là. Ça, c'est marrant parce que c'est de l'anthropomorphisme, en fait. C'est essayer de prendre un concept technique et de lui approprier des connotations humaines. On fait ça aussi avec les animaux, on fait ça naturellement de plein de choses. C'est surtout pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu Non, où c'est est-ce ça. qu'on va. Là, Ouais, tu sais, ouais. parce que Absolument. Oui, ça c'est parle à une tout le monde, là, ouais. typiquement aussi. Là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, donc on prête des traits humains aux IA, enfin à l'IA pour comprendre le concept, alors qu'en fait, il n'y a pas tant d'affect dans les algorithmes d'IA. Il y a des choses qu'on appelle sentiment analysis, etc. On pourra en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais
on a vu dans les news justement plusieurs personnes qui sont un peu trompées en se disant ah cette IA est consciente, cette IA me connaît, cette IA. Non, c'est juste que tu lui donnes trop de crédit en fait. C'est aussi ça l'anthropomorphisme, c'est de te dire ah bah en fait j'ai un humain en face de moi. Donc Mhm. on est pas loin de passer le test de Turing grâce à ça, mais Mais même le test de Turing, à ce moment-là, a des défauts. Il a été créé il y a tellement longtemps qu'à l'époque, ça avait l'air ça avait l'air impossible de réussir à faire ça. Et de nos jours, on a tous un téléphone cellulaire capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. C'est drôle que pour ton commentaire sur c'est un enfant en bas âge, eh bien, on lui apprend des choses. C'est que justement, quand l'IA générative est arrivée, il y a un grand parallèle, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut être curieux, puis il faut regarder d'autres choses. Moi, j'écoute beaucoup de balados, de podcasts sur l'anthropologie, l'archéologie. Alors, je ne suis pas du tout si connaissant que ça, mais ce que j'ai compris en écoutant toutes ces choses-là qui parlent vraiment, c'est très, très scientifique, là. Mhm. C'est vulgarisé pour des gens comme moi, mais comment on est passé d'un primate jusqu'à l'homme moderne, sapiens, sapiens, etc. Et d'expliquer, à la fin de la journée, ils disent on ne comprend pas tout. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'humain, c'est le seul animal, dans le fond, où le cerveau n'est pas fini à la naissance. Et à 2 ans, les connexions sont pas finies. Il est très malléable. Il va être capable d'apprendre. Quand j'ai vu arriver et j'enseignais à ce moment-là à McGill, je donnais une charge de cours, en tout cas d'intelligence artificielle, puis de gestion de l'intelligence artificielle. Et mes étudiants me poussaient. On veut tout de suite apprendre les modèles de fondation, puis LLM, etc. Pourquoi tu nous montres pas ChatGPT? Je l'ai regardé. Je vais vous montrer toutes les techniques des années 50 à aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler d'un sujet, pas parce que je ne le connais pas. C'est tellement novateur, ça va tellement changer, tout ce que je vais vous dire va être faux. Mes slides au complet, ça va être faux, et vous n'aurez pas la base de compréhension. Puis pour finir l'analogie, dans le fond, ce que j'ai vu tout de suite dans les modèles de fondation, c'est que je me disais, OK, c'est un modèle mi-cuit en fait. Il arrive, il a été pas complètement entraîné, et on le laisse se développer, Ouais. faire des erreurs. Moi, j'ai des enfants en bas âge, je peux vous dire que c'est pour ça que les psychologues disent laisse-lui faire des erreurs. Le jour où j'ai compris qu'il y avait la fameuse fonction de rétroaction qui va lui faire comprendre qu'il ne faut pas toucher ou il ne faut pas courir dans les escaliers. Mais c'est exactement ça. Et là, nous, on a fait un bond. Et là, oui, là, maintenant, ça ressemble à des enfants en bas âge, tandis qu'avant, c'était juste, si on fait la comparaison, plutôt animal. Il va être capable, tu peux lui montrer des choses, mais il va apprendre vraiment s'il se fait attaquer, s'il n'a pas à manger, etc. Là, on a passé un niveau, mais on s'entend. Ce que les gens ont dans leur perception, c'est que c'est déjà, on est proche de Terminator, Minority Report, etc. On l'est pas. Alors justement, très bon point. Qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent quand on parle d'IA? Et quand je dis les gens, là on s'adresse à une audience assez large. C'est pas que des gens de tech, ça peut être n'importe qui. Donc Oui. quand on entend intelligence artificielle, ça nous fait penser à quoi? Si on parle du grand public, Mhm. les gens, et les gens, c'est un peu même péjoratif, les personnes en général, en moyenne, vont avoir l'idée d'un produit fini. Mhm. Parce qu'ils C'est vont vrai. avoir l'idée d'un produit consommé. Ils veulent, quand ils expliquent quelque chose, se rattacher à leur quotidien. Ok, donc, pendant Siri, on Mhm. va prendre ChatGPT qui a pris tout le devant de la scène, trop même, sans comprendre tout ce que c'était derrière, etc. Donc, eux vont penser à ça. La voiture qui conduit tout seul. Ils vont souvent dire récemment, parce que ça, c'est leur première rétroaction, ils commencent à dire oui, non, mais ça, si c'est comme quand j'appelle au téléphone et que j'ai une discussion avec un ordinateur, ça tourne en rond. Exact. Là, ils commencent à se rendre compte que ça dépend. Si c'est mal fait, ça peut pas mal tourner en rond. Donc, en général, je dirais que c'est ça qu'ils ont en tête. Et évidemment, comme les médias ont une importance prévalente, ils pensent beaucoup à ce qu'ils voient dans les films. Ouais. Ils pensent beaucoup à Jarvis, plein d'affaires comme ça. Ils 2001, pensent pas l'Odyssée que de quand ils l'espace. allument Amazon, Spotify, on peut dire Apple Podcast, ça peut être n'importe quoi, ces choses-là, ils savent même pas qu'ils sont en contact à de l'intelligence artificielle depuis la fin des années 90, Mhm. le début des années 2000. On le disait pendant des années, tout le monde disait oui, on sait, les spams, les pourriels, c'est de l'intelligence artificielle. Ben, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais ils se rendent pas compte. Mais oui, tu es là-dedans. Moi, quand je dis à un de mes clients, vous savez, quand vous êtes arrivé ce matin à l'aéroport Trudeau, vous êtes sûrement fait scorer une 50aine de fois par le gouvernement fédéral. Mhm. Comment ça? Oui, il y a des humains qui gèrent ça, mais il y a des décisions qu'on a dit à l'humain, il faut absolument y aller. Il va pas prendre le temps, il va tout de suite aller vous arrêter, vérifier votre valise. Donc c'est ça. Ceci dit, pour moi, il y a trois segments.
Raphaël, c'est vraiment le grand public, les gens de TI qui ont d'autres biais, d'autres Ouais. problèmes que beaucoup pensent connaître, ils connaissent pas. Moi, dans mon rôle, je suis un expert dans le fond en analytique, en IA. En tout cas, je me présente comme tel chez des clients pour les aider avec leur technologie. Je me rends compte à quel point je préfère parler avec le grand public. Parler avec des gens de TI, c'est compliqué parce qu'ils ont ce défaut de oui, Un oui, a je priori. sais. Et en fait, ils savent pas Ouais. parce qu'ils sont dans la première vague. Ils vont retomber, ça va durer très longtemps. Et en fait, c'est quasiment eux qui sont plus dangereux parce qu'ils prennent pas les bonnes décisions. Et dans le monde de l'IA, qui est un grand monde maintenant, même là, on commence à voir différents types d'IA, différentes approches, etc. Il n'y a pas de consensus. Absolument. Puis j'aime bien le rapport au film que tu disais justement, parce que je pense que c'est ça que les gens voient le plus. Tu sais, je parle tu sais, de plus Hollywood. Oui, Hollywood, Ouais, ouais, tout non, c'est simplement. ça. Donc, tu parlais de Jarvis, typiquement, Terminator, tout Mhm. ça, on voit une IA. Matrix. Et souvent, ouais, Matrix. Et souvent, en fait, l'IA, elle est mise comme quelque chose de malfaisant. Oui, oui. Si on regarde bien, là, c'est rarement, ah, c'est bien, etc. À part le cas de Jarvis où, bah, justement, ça l'aide, etc. Iron Man, boum, ça va plus vite, etc. Mais la plupart du temps, quand c'est mis en action, l'IA, etc., c'est malfaisant. Et ça, c'est dangereux parce qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte que, en fait, à la fin de la journée, c'est pas de la propagande, mais on est un peu imprégné par, dans le fond, ce qui a été décidé d'un point de vue artistique il y a quelques années, qui marche au box-office. Donc là, en fait, ils voient plein de choses. Oui, je sais, finalement, c'est simple, l'IA, Mhm. c'est ça, c'est ça. Ou je veux ça comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est ça. Donc, moi, pendant très longtemps, dans les présentations, ma première diapositive, c'était la phase de Terminator. Je disais, mais regardez, c'est ça l'IA. C'est ça, beaucoup d'éducation sur ça à l'époque, et maintenant beaucoup d'éducation sur le fait que, attention, vous avez des biais, puis on en a tous dans la vie, puis c'est pour ça que je m'aligne beaucoup avec ce podcast, puis les valeurs de l'équipe, c'est le fait que moi, je n'étais pas du tout fan quand on disait, oui, tu as des biais, tu t'en rends pas compte, ça m'a pris des années avant de m'en rendre compte. Je dis, ah oui, j'ai un biais là, c'est vrai, j'ai un biais. C'est dur, hein, C'est biais de sortir de culturel. ce carcan. Oui, oui, oui. Ouais. Même dans une culture que j'aimais beaucoup, j'avais un biais en me disant, oui, je suis tombé dans le biais moi-même. Et donc là, dans l'IA, on est dans l'enchaînement des biais, Mhm. puis surtout le fait qu'on passe le mur du son. C'est-à-dire qu'on accélère tellement qu'à un moment, on va faire bang, puis on va se rendre compte, c'est vraiment ça qui est difficile. Et c'est au fond, derrière, c'est très technologique. Donc, c'est sûr, il faut faire attention. Et donc, malheureusement, à la fin de la journée, ils vont dire, les gens en général, le grand public va avoir ça en tête, ce qu'ils ont gardé d'un film ou d'un autre. Et juste pour ajouter là-dessus, au final, on démontre ça à travers les films, etc. Mais comme toute technologie, comme que ce soit, on va dire vraiment au niveau software ou physique, au final, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est malfaisant ou bienfaisant aussi. Mhm. C'est ceux qui vont créer des choses avec ces outils-là, avec ces technologies-là, qui vont faire que c'est bien ou pas bien. Donc on n'est pas encore à se dire, ah bah l'IA, là, forcément, ça va finir en Terminator, Oui, oui. on anéantit l'humain et c'est parti. Et surtout, personne n'est immunisé à ce type de réaction, en fait, parce qu'on a vu des experts chez Google qui trouvaient que leur IA s'était animé du jour au lendemain. Il y a aussi la grande phase de la théorie du basilic de Rocco. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'épisode qui a fait angoisser tout le net pendant quelques mois. Non, c'était quoi? Il faut que j'essaie de m'en rappeler correctement. C'était, je pense, j'avais vu ça sur Dirty Biology, Ok, le ouais. podcast, là, justement. Et il expliquait que, donc en gros, le concept de l'idée de ce basilic de Rocco, c'est un jour, on va créer une IA forte. Donc la véritable conscience de l'IA. Vu qu'on n'est pas stupide, on va la créer pour qu'elle ne nuise pas. On va la créer dans un cadre limité en disant il faut que tu sauves les humains, il faut que tu sauves l'humanité. C'est ton but dans la vie. Donc tu ne peux pas blesser les humains, tu dois trouver une solution pour que l'humain soit pérenne dans l'univers. Et en gros, cette IA, rapidement, elle va se rendre compte que c'est l'humain le problème de l'humain. Et donc, elle va se dire, tout le temps que je passe à ne pas exister, c'est du temps perdu pour résoudre ce problème-là. Donc, je vais commencer à punir les humains dès maintenant. Et donc, comment tu peux punir un humain à partir d'un système qui n'existe pas encore? En fait, c'était ça. Tu disais, ouais, mais de toute façon, moi, je serai mort quand elle va exister cette intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À venir me tuer chez moi? Non. Je serai déjà mort. Et en fait,
il y avait ce concept de clonage, de réplica. En gros, si on arrive à générer, avec les points de data qu'on a aujourd'hui et les points de data qu'on aura demain, une conscience qui est en tout point identique à toi, ça veut dire qu'en fait, d'une certaine façon, c'est toi. Donc la souffrance qui est infligée à cette conscience, elle t'est infligée à toi directement. Et donc le concept, c'était on va te ressusciter pour t'enfermer dans un enfer virtuel et te torturer jusqu'à la fin des temps si tu n'aides pas, tu ne dédies pas ta vie à la création de cette IA dès maintenant. Et en fait, il y a une façon d'être immunisé, c'est de ne pas le savoir. Dommage pour tous ceux qui écoutent maintenant le podcast. Vous le savez maintenant, c'est à vous de faire votre choix maintenant. On est tous pris dans la matrice. Et donc ça, c'est un raisonnement qui est biaisé, évidemment, mais qui a réussi à faire flipper pas mal de scientifiques. Il y a des subreddits qui se sont créés du jour au lendemain avec des gens qui flippaient dans tous les sens, quoi. Donc c'est quand même un sujet qui a un impact qui qu'on soit, en fait. Qu'on soit un néophyte ou quelqu'un de très expérimenté. Et ça fait penser au bug de l'an 2000. Ouais, exactement. À 3 semaines de... à exactement la même date qu'aujourd'hui, mais en 1999, c'était la panique à bord, que les avions allaient tomber, etc. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un auteur français qui s'appelle Barjavel. Oui. On le prend pour son côté littéraire, on ne le prend pas pour tous les autres de ses pensées, qui a écrit un livre dans lequel, il me semble que c'est La Nuit des temps, qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je dis qu'on a un biais. L'énergie disparaît. C'est les hommes préhistoriques. Non, l'énergie disparaît. Il me semble que c'est le bon livre. L'énergie disparaît. Les avions tombent, etc. Et là, ils retournent à l'âge, on va dire, hellénistique. Ils font des petites communautés, mais il explique cette déliquescence, en fait. Et en fait, le bug de l'an 2000, c'était ça. Beaucoup de gens disaient, OK, on va vraiment retourner en arrière parce que c'était juste le début. Si on regarde une technologie aujourd'hui de 1999, on rigole. Oui. Je veux dire, on trouve ça nullissime. Nos enfants ou des jeunes de la vingtaine diraient, c'est ridicule ta techno. Sauf que nous, on pensait qu'on était au firmament technologique à l'époque, l'an 2000, la bulle spéculative, etc. Finalement, il s'est passé quoi? Il y a eu des milliards de dollars de consultations chez à peu près tous les clients dans le monde. Ça, les consultants étaient très contents. Il s'est absolument rien passé. Une des choses les plus graves dans l'année, c'était des crises de gel, c'était des tempêtes qui ont fait beaucoup plus d'impact que le bug. Et en fait, pourquoi? Notamment à cause du livre que je mentionnais, il y a tout en arrière-pensée. Mais attends, si on perd, là c'était l'énergie, c'est plus grave. L'esprit critique et la nécessité d'inculquer aux personnes qui vont représenter l'humanité demain les capacités justement de se défaire de la masse de fausses informations. Donc travailler son esprit critique, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui parce qu'on arrive dans une masse de désinformation qu'on ne connaissait pas nous à notre époque. On fait partie des dernières générations qui ont ouvert un atlas, qui ont ouvert une encyclopédie, qui avaient une source de référence, de vérité. Et ça, c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui, parce que la source de vérité, c'est Wikipédia. On s'est rendu compte que c'était un mec qui était responsable de 80% de Wikipédia, by the way. C'est flippant. Il est fort. Et en fait, c'était un ordinateur. Non, mais on l'avait pas vu venir, celle-là. Mais tu connais l'histoire. Non, oui, je vois. Ouais. Il y a très peu de contributeurs pour énormément de pages, parce que c'est des passionnés. Mais t'as un gars qui est responsable de l'immense majorité de Wikipédia. Il a fait ça sans GNI. Il a écrit lui-même. À la main. Il a dédié sa vie à ça. C'est ça la partie la plus folle. C'est fou. Donc, ce qui fait que, forcément, même s'il fait du bon travail, ça reste un humain et c'est beaucoup de contenu. Il y a un biais parce que c'est la seule personne qui le fait. Exactement. Et sinon, c'est Google. Mais Google, tu as un biais aussi. Tu as un biais de référencement. Et ce qui fait qu'il y a plus... Et on a aussi les médias aujourd'hui. Donc, il y a une grande majorité des médias qui sont des médias privés maintenant, qui ont été achetés par des grands groupes. Donc, c'est dur d'avoir une ligne éditoriale véritablement libre. C'est dur de ne pas avoir d'influence, de lobbying. Et donc, c'est complexe aujourd'hui de déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et je parlais cet été justement avec un ami de la famille qui est prof de techno en collège en France et que j'ai eu moi en tant que prof à l'époque justement. Et je lui demandais quelles sont les différences entre les générations de maintenant et les générations passées. Et il me disait... il n'y a pas d'esprit critique, ça n'existe plus. Et il fait un exercice où il crée un article de toute pièce
l'histoire du plus gros poulet du monde. C'est un article de journal, écrit dans un journal qu'il a scanné avec une incrustation, un grand poulet qui fait la taille d'un humain, avec toute une histoire qui raconte à quel point c'est incroyable d'avoir un grand poulet. Et dans cet article, il y a un lien vers un site qui référence l'article créé de toutes pièces en disant ouais, le gros poulet, vous avez vu ça? Oui, c'est une histoire vraie, on l'a vérifié. Et ensuite, il donne ça à ses élèves, il donne juste l'article du journal. Est-ce que c'est vrai? Et donc, ils vont chercher sur Internet, ils vont voir une référence, ils vont dire oui, c'est vrai. Et l'immense majorité croit à cette histoire parce qu'ils ont trouvé une référence en cherchant sur le net. Ouais. Et c'est là le danger, même avec des chats GPT, etc., etc. Parce qu'au final, tu sais, si on revient un peu sur le côté IA, là, tu sais, typiquement, tu sais, on peut poser des questions à ChatGPT, puis il y en a beaucoup qui vont dire ah, je lis ça dans ChatGPT, c'est fait par une grande entreprise, etc. Donc c'est certainement vrai, c'est certainement vérifié. Oui. Mais la réalité, c'est pas forcément. Mais après, c'est la sémantique, parce qu'une autruche est un très grand poulet. Donc là, peut-être un étudiant va lui dire ça. C'est ça. Attention, faut faire attention. Non, c'était le plus gros poulet du monde. C'était vraiment un poulet. Ok, c'est ça. Mais moi, c'est drôle, c'est ce que j'intervenais à McGill à la maîtrise il y a 2 semaines pour faire de la rétroaction, pour les aider, dans le fond, à démarrer au mieux leur carrière, etc. Bon, je pense que c'était une session un peu tough pour pas mal de gens, parce que je suis pas là pour prendre mon temps, puis prendre de leur temps pour raconter des choses évidentes qu'ils peuvent trouver en ligne. Et je pense que j'ai une diapo qui a duré 20 minutes en leur disant ça s'appelle penser, ça s'appelle think. Je pense que ça m'a beaucoup marqué chez IBM. Quand on connaît les 5 pourquoi, la why, mais on peut mettre les 52 think, mais pourquoi, pense, pourquoi tu fais ça, etc. Parce que le why fait partie du penser, puis je leur expliquais, écoutez, si vous faites pas d'autre chose dans la vie, parce que j'ai vu plein de gens dans ma carrière qui faisaient les experts IA, ils dormaient IA, ils faisaient que ça, on n'est pas riche. Regardez Google avec leurs équipes, maintenant c'est beaucoup plus courant, multifonctionnelles. Là, ils avaient une offre d'emploi le mois dernier, je pense, mais ils en ont plein des comme ça. On recrute quelqu'un avec un doctorat en philosophie. Je pense que vous avez compris. Ouais. C'est exactement ça. Et là, alors j'ai un des étudiants qui est venu me voir en disant oui, mais comment? Mais on apprend où à penser? C'est pas contre lui, c'est pas contre l'université, c'est qu'on leur apprend plus à penser. Puis je lui ai dit, et moi je ne savais pas répondre, parce que c'est pas que je pense très bien, c'est que je pense que je pense mal, alors je passe beaucoup de temps à essayer de penser. C'est un autre système. Oui, mais c'est la culture classique en plus de ça. C'est des classiques. T'as eu des cours de philosophie à l'école. Mais c'est ça que je disais. Les penseurs grecs, je veux dire, c'est la base. Ouais. Et alors, il y a d'autres régions, et nous, on a un biais. Moi, j'ai un biais en étant européen, évidemment. Occidentale, on a un biais. Il y a d'autres cultures. Souvent, les Occidentaux, on les apprend plus tard. Elles sont aussi extrêmement importantes. Elles sont beaucoup plus compliquées que la pensée grecque parfois, parce qu'on a grandi avec. Donc, pour nous, c'est facile d'assimiler ces choses-là. Mais je lui disais, écoute, tu lis un livre qui se donnait, c'est ça, au secondaire ou au collège, entre 10 et 15 ans. Ça s'appelle Le Monde de Sophie. Ça explique à une petite fille par des lettres, c'est quoi les stoïciens, c'est quoi X, c'est quoi Y, Z. Parce qu'en physique, c'est pareil. Si on prend les sciences fondamentales, dans l'époque hellénistique, on a tendance à les voir comme waouh, mais oui, il y a des choses ils avaient pensé à des choses comme les atomes, des choses qu'on a réapprises 2000 ans plus tard. C'est complètement fou. Donc là, je leur disais, juste, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, écoute-le. Ça, c'est Socrate. Pense, fais des débats et laisse parler la personne. À un moment, c'est tellement stupide, si c'est stupide ce qu'elle dit, juste en la laissant parler, en lui posant des questions, elle va s'en rendre compte elle-même. Donc c'est ça qu'il n'y a plus. Et ça, c'est en général dans le monde, parce qu'on a retiré l'esprit critique, on ne l'enseigne plus. Moi, j'ai une formation en sciences humaines, je pense que ça m'apporte tellement dans ma carrière au quotidien, des choses de base, en pensant en dehors de la boîte, etc. Mais en plus de ça, si de l'autre côté, l'autre lame de fond, c'est l'IA, qui a tendance à vous donner tout cru, parce que quelqu'un d'autre a pensé à votre place, là, on est dangereux. On peut avoir l'autre, mais les deux ensemble, là, ça commence à être dangereux, mais pas d'un point de vue que les machines vont prendre le pouvoir. C'est juste qu'on va prendre des décisions à ta place sans que tu réfléchisses. Puis ça ressemble pas mal au Moyen-Âge, dans le fond. Ça, et puis je trouve que c'est amplifié aussi en Amérique du Nord, parce que tu as peut-être moins d'approches philosophiques dans les programmes depuis toujours, mais surtout, tu as quand même une vision du débat qui est fondamentalement différente. Oui. Les peuples, alors, je vais
pas parler pour tous les peuples du monde, mais les Latins, il n'y a pas que les Français, mais les Espagnols aussi, les Italiens aussi, ils ont cette culture du débat, justement. Et le débat nous sert, le débat nous fait grandir. En Le débat, Méditerranée en général. c'est ça. Ouais. Donc, en se parlant, on échange des idées, on n'est pas d'accord, on se met en colère, on parle fort, mais au final, on se remercie parce que grâce à cette conversation animée, on a réussi à avancer. Chacun a appris, chacun a bougé un petit peu de sa position et on a l'esprit plus ouvert. Et en répétant justement ce mécanisme avec plusieurs personnes de plusieurs provenances différentes, on va justement avoir une représentation beaucoup plus riche de ce que l'humanité a à nous offrir. Et ici, donc je parle pas, nous on est au Québec, là on est à Montréal, mais je parle pas du Québec particulièrement, mais plutôt je peins ça sur l'Amérique du Nord en général. Il y a moins cette culture du débat, parce que le débat fait peur, en fait, c'est plus une attaque qu'une invitation. Une confrontation. Exact. C'est Parce qu'on plus pris cherche comme le ça. consensus, c'est culturel. D'ailleurs, j'ai un ami, il faudrait que je vous envoie ses travaux. Lui, il est en psychologie organisationnelle, donc on peut appeler ça les ressources humaines aussi, mais vraiment de l'aspect psychologique. Et donc, je parlais de ses recherches. C'était pas en IA, c'était il utilisait des modèles augmentés, puis de la réalité virtuelle, etc. Et lui, il part toujours il adore faire des travaux sur les différences culturelles. C'est incroyable. Est-ce que la société est hiérarchique? Est-ce qu'elle est masculine, elle est féminine, X, Y, Z? Et lui, il regardait à quel point l'implantation ou l'apport de la technologie, donc c'est pour ça que c'est lié, ça s'applique au IA, à l'IA, d'une culture à l'autre, allait varier. Ça, c'est belle. C'est aussi ton commentaire lié à la culture américaine nouvelle, parce que il y avait 70 millions d'habitants avant la colonisation, et je suis sûr qu'ils faisaient des débats. Oui. Et il y a aussi, je rebondis sur ton point, Pas de souci. Vas-y. je te laisse la parole après, et puis après on va peut-être se refocaliser sur l'IA en particulier, mais justement dans cette différence de culturelle et d'apprentissage, j'ai expérimenté quelque chose d'assez intéressant dernièrement. Quelque chose qui remet un petit peu tes bases en question, et ça fait du bien une fois de temps en temps. Donc moi, ça fait quelques années que je fais de la capoeira, donc c'est un art martial afro-brésilien. Donc la petite histoire, c'est les esclaves qui voulaient se révolter, donc qui apprenaient à se battre et qui dissimulaient cet art martial sous forme de danse, justement pour pas que les maîtres s'en rendent compte. Donc tu as plusieurs rythmes, plusieurs figures, c'est très acrobatique, mais il n'y a pas beaucoup de contact, justement, parce que si un maître passait dans le coin, non, c'est juste une petite cérémonie, on danse ensemble. Et j'avais fait d'autres arts martiaux avant, des arts martiaux asiatiques, et chinois, vietnamiens, etc. Et l'approche est fondamentalement différente. Et ça me posait problème. Parce que dans les arts martiaux asiatiques, il y a une rigueur. C'est des enseignements qui sont millénaires, ça fait 3000 ans que ça existe. Et donc, il y a cette rigueur presque immuable de l'enseignement, où on te dit, tiens, telle position, c'est comme ça. Tant que tu n'as pas réussi à faire telle position, tu passes pas à l'étape d'après. Et donc, tu peux rester 20 minutes, 40 minutes dans ta position, et ça tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne parfait, ensuite tu continues. Et la capoeira, c'était plutôt fais des choses. Et moi, ça me frustrait parce que, oui, mais j'aimerais que tu m'enseignes exactement comment faire le bon mouvement, parce que là, je ne l'ai pas, je ne le comprends pas. Rien que théoriquement, je ne l'ai pas. Donc, comment je peux le faire si je ne le comprends pas? Et je n'avais pas de réponse à cette question. Je me heurtais à ça régulièrement et ça me frustrait. Et un jour, j'ai fait un workshop avec un maître de capoeira, justement. Il a commencé son workshop par « on n'apprend pas de la même façon ». Il y a une différence fondamentale entre la diaspora africaine et la diaspora occidentale. Et la façon d'apprendre est maintenant dans le monde, la norme, c'est la diaspora occidentale. C'est-à-dire que on t'apprend la théorie et ensuite, tu vas devoir faire le moins d'erreurs possible pour être bon. Et en gros, on te récompense comme ça. La personne qui a fait le moins d'erreurs, c'est la meilleure d'entre vous. Il disait la diaspora africaine, c'est fondamentalement différent. On te dit, fais des erreurs. Va échouer. Ouais. va expérimenter plein de choses. Fais plein d'erreurs. C'est bien, c'est des bonnes choses. Et une fois que tu as fait toutes ces erreurs et que tu as corrigé au travers de l'expérience, là, on t'apprend la théorie. Justement, là, je voulais récupérer un petit peu tout ce qu'on a pris là depuis ces dernières minutes. Là, on a parlé d'apprentissage, etc., notamment avec la capoeira, très bon exemple d'ailleurs. Là. Le fait de faire des erreurs, tout ça, ça vient se rattacher encore une fois à l'IA, typiquement. Et tout ça, ça vient me poser la question. Toi, à l'heure actuelle, en tant que
personnage dans le décor de l'industrie, de l'IA, etc. Qu'est-ce que tu vois en ce moment dans l'industrie le plus souvent? Le plus souvent? Mhm. Ah, ça, c'est une bonne question. Et puis, oui, il y a des industries à l'autre. Souvent, je vois des points communs dans les industries. Et on retourne à la base. C'est pour ça que les définitions de base et ce que ça fait dans la vie, c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, ça a l'air très ésotérique. Puis au fin de compte, quand on regarde le pratico-pratique, c'est ça. Tous nos clients, maintenant, nous disent on veut automatiser les choses. On s'en fout que ce soit des IA très complexes, etc. Le GenAI, ça m'a permis d'avoir du budget au board, de la prise de décision, etc. J'étais le SMI, ça a aidé ma carrière, le ou la SMI. Et puis, dans le fond, j'ai l'argent, je vais le mettre en place. Quand on regarde ce qu'ils mettent en place, c'est des choses qu'on a essayé de leur pousser il y a 10-15 ans. Des modèles prédictifs je sais pas, de gestion des fraudes, Mhm. d'accélération des demandes de remboursement dans les assureurs. C'est des automatisations à l'échelle de tout ce qui est la voix dans les centres d'appel, reconnaissance d'image, détecteur des fraudes avec la voix, des choses comme ça. C'est des choses finalement terre à terre qu'on connaissait déjà il y a 10 ans. Si en ce moment on me demande est-ce qu'il y a un client vraiment qui a un cas exceptionnel en IA générative, non. Ben, il y en a, mais je dis non parce qu'il faudrait qu'il y en ait 500 pour que je me dise waouh, la 99%, c'est de l'IA qu'on appelle traditionnelle qui existait déjà. C'est déjà très avancé. Et l'IA générative, dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est juste une. On a comme la nouvelle fusée d'Elon Musk, on l'attend à peu près tous les 3 ans. C'est ça. Ah ouais, elle atterrit toute seule, celle-là. Ah, ok, c'est cool. Ah, maintenant, elle atterrit toute seule dans le pas de tir, mais elle est encore plus grande, elle a plus de charge utile. On est rendu là. C'est un nouvel étage de la fusée. Pour moi, c'est une famille de logiciels, de techniques, d'algorithmes qui permet d'être encore plus beau dans les réponses, d'encore plus fluide, etc. Mais au jour le jour, ce qu'on voit, c'est une chose toute bête, c'est j'ai des factures, je veux prendre la photo, que ça comprenne où ça va dans ma base de données, pour que j'ai pas Alex qui vienne Ouais, faire de l'extraction, typiquement, de l'extraction, c'est données, etc. Ouais. l'extraction de données. Les images, c'est un super exemple que c'est un bond énorme technologique. Euh, Reconnaissance d'image, truc qui avait l'air impossible à faire il y a 10 ans. Faut faire attention. Là, on va me dire oui, oui, ça existe dans tel lab, dans telle publication. Non, non. Moi, quand je dis c'est faisable, c'est en production chez une PME au Québec. C'est pas ou en France. C'est pas évidemment dans un lab, on peut tout faire. Hein. On a des GPU, puis on se soucie pas du fait que ça a mis 6 mois pour répondre, par exemple. Oui. On peut pas faire ça en production. Mais la reconnaissance d'image, c'est drôle parce que c'était non applicable. En l'espace de 2 ans, c'est devenu hyper applicable. Maintenant, c'est un sujet super facile. Quand moi j'apprenais ça ou j'enseignais ça déjà il y a quelques années, et même pas dans les détails, c'était oui, tel algorithme va changer la game, etc. Non, regarde, il y a IBM a travaillé, Google a travaillé, AWS, Azure, etc. C'est devenu hyper simple du jour au lendemain, alors que c'était le problème le plus insoluble de l'époque. Et donc là, c'est pour ça, faut aller de l'avant. Et au final, par esprit conservateur et le fait que c'est quoi les vraies retombées, ils vont prendre tous les projets qui vont sauver le plus de capital humain, parce que le capital humain, ça veut dire de l'argent. Alors, justement, pour prendre un petit peu de recul là-dessus et de repartir sur l'IA en général, pas forcément moi, ce que j'appelle une feature de l'IA, le GenAI. Pour moi, c'est pas un produit, c'est juste une fonctionnalité. Oui. Ça devient de plus en plus un produit d'ailleurs, mais bref. Euh, J'ai une question en deux temps. Première chose, c'est quoi l'élément de friction le plus important dans tes rencontres clients quand on parle d'IA en général? Et la deuxième partie de cette question, c'est quoi le gap le plus important entre les attentes et la réalité? Oui, bah, c'est ça. Donc, pour répondre à la première partie, dans le fond, la friction numéro un, c'est le fait que ben, je ne suis pas habitué à parler à ces personnes-là, puis ces personnes-là ne sont pas habituées à parler d'IA. Ça crée un problème parce qu'on est dans un territoire nouveau, il faut apprendre à se réapprendre. Et non pas de sens des réalités. Et ces personnes-là vont penser que c'est la livraison d'un projet, c'était à la mode, de digitalisation. Mhm. Non, ce n'est pas un site transactionnel. Ces personnes ont souvent de l'expérience d'avoir livré 1, 2, 3, 4, 5 CRM, ERP, n'importe quelle technologie. C'est terre à terre. C'est très statique, mature en termes de technologie. Il faut juste réussir le côté humain. Là, il faut leur expliquer. On est dans l'inconnu humaine.
dans l'acceptation, la compréhension, on est dans l'inconnu technologique. Voilà. La deuxième partie de ta question, au jour le jour, c'est que mais, l'IA générative, mais même l'IA traditionnelle, etc., ça va être compliqué. Je veux dire, la vague de sciences des données qui a eu lieu il y a 10 ans, le nombre de personnes qui ont perdu leur job là-dessus, moi, à Montréal, je sais, ou des personnes qui ont leur carrière a dû changer parce que ça n'a pas du tout marché, leur nom est attaché à ça, et c'est faramineux. Et là, comment on peut croire que cette nouvelle technologie actuelle va bien se passer? C'est encore plus difficile, c'est encore plus technique, etc. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un taux d'échec très élevé. Et tout le monde a des lunettes roses, comme on dit au Québec, en pensant ça va bien se passer, ça va aller, on est prêt, on va travailler jour, nuit, week-end. Non, ça marche pas comme ça. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup au Québec. Tant que c'est pas arrivé, on ne sait pas qu'est-ce qui peut mal arriver. On est tous novices. Donc là, on prend quelqu'un 30 ans d'expérience ou 2 ans d'expérience. Ils vont peut-être se rendre compte au même niveau de choses qui vont arriver. La seule chose, c'est que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, il a vu ou elle a vu des sauts technologiques, donc elle a des réflexes sûrement meilleurs. Donc c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il ne faut pas se le cacher. Les taux de réussite des projets actuels en IA a chuté. Le taux de réussite a chuté. Il était bien plus fort il y a 4-5 ans quand on commençait à monter en maturité. Là, il y a eu un saut technologique. La dernière chose que je voudrais ajouter, juste parce que j'ai peur qu'on n'en parle pas, c'est le fait qu'on utilise ce qu'on appelle de l'IA générative pour remplacer les autres techniques d'IA. Donc c'est mal placé. Alors c'est un coût environnemental, personne n'en parle. Pourquoi je ferais un assistant virtuel, une assistante virtuelle Gen AI qui pourrait être fait par un chatbot type années 60 avec un CPU, pas de mémoire, aucun coût environnemental. Quand on a des CPU, il y a un coût évidemment de licence, il y a un coût de machine. Donc là, c'est fou, on essaye de prendre des carrés, les mettre dans des ronds, puis de forcer très fort, et puis dire au board, on a fait ça. Ça, c'est terrible, parce que là, on ne pense plus. Aller en arrière, parfois, ça prend un chatbot de base. Donc, beaucoup de l'erreur, c'est éducation. Je place l'IA génératif partout. Je ne réfléchis pas avec ma nouvelle techno. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, pour rebondir un petit peu sur ça, là, ce que tu disais, etc., moi, en ce moment, je fais beaucoup de Generative AI parce que forcément, c'est dans la vibe, etc., etc. Et tu sais, avec l'arrivée de produits comme ChatGPT ou autre pour le grand public, on a une attente du côté de l'industrie qu'on va faire ça en 3-4 semaines. Let's go, c'est parti. La technologie, elle est là. Je peux l'utiliser au quotidien. Tout est beau, tout est bien. Comment je peux avoir ça dans mon entreprise, etc. Puis il y a un retour à la réalité, c'est que déjà, ChatGPT, ça n'a pas été fait en 3 semaines, 4 semaines, déjà loin de là. Et d'autant plus que derrière, une solution qu'on va faire pour une entreprise est loin d'être une solution grand public, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des lois, il y a des regulations, tout ça. On a vu des exemples où il y a eu des entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent derrière parce que ils avaient utilisé de l'IA et puis ça n'avait pas été bien mis en place, ça donnait des mauvaises réponses, puis tout ça, donc ils ont perdu de l'argent typiquement dans des procès. Et je vois aussi quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on voit des entreprises qui veulent faire, par exemple, je parle de RAG, pour tout le monde, là, c'est typiquement d'aller chercher de l'information dans plusieurs documents et d'en faire un résumé, typiquement. RAG, ça veut dire quoi? Retrieval Augmented Generation. Ouais, non, mais j'ai essayé d'expliquer le terme justement là, mais c'est Retrieval Augmented Generation. Donc de faire apprendre ton contexte d'affaires dans le fond. C'est ça. D'aller chercher de la documentation qu'on peut avoir dans notre entreprise ou autre, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de documents dans les entreprises, et puis c'est des fois difficile d'aller chercher l'information. Retrieval, c'est aller chercher l'information. Augmented Generation, c'est prendre cette information et la formater et générer un résumé, par exemple, de l'information que tu cherches. Exactement. Et en fait, le souci qu'il y a aujourd'hui, et je le vois sur ça, c'est que, par exemple, la documentation, elle a été écrite pour des humains. Donc l'ingérer... C'est derrière. C'est un très beau biais. Voilà, pour aller faire de la recherche dessus, c'est pas forcément efficace aujourd'hui parce que on a l'habitude de faire des tables. Parce qu'une table avec des colonnes puis des lignes, c'est très bien pour un humain. On voit très bien. Je prends telle colonne, telle ligne. J'ai mon résultat. Pour une IA, c'est pas facile forcément à l'interpréter toutes ces choses-là. Et donc typiquement, on voit qu'il y a des attentes qui sont très très hautes parce que moi, en tant qu'humain, je suis capable d'aller chercher la réponse. Donc pourquoi l'IA pourrait pas me donner la réponse typiquement? Et là, je vois où on arrive à un point, c'est un peu comme au début des années 2000, typiquement, on écrivait des sites web, on écrivait des sites web, tout ça, etc. Puis après, il y a les indexeurs qui sont arrivés,
typiquement les Google de ce monde, Bing avec Microsoft, etc. Et là, on a changé notre manière d'écrire les sites web pour qu'ils soient mieux indexés. Et là, on arrive à un point aussi où il va y avoir un certain ajustement à faire des deux parties. Autant la technologie peut faire beaucoup de choses et est flexible pour s'adapter à beaucoup de situations, mais il faut aussi aider la technologie à nous aider. Et donc, tu sais, typiquement, je vois qu'à un moment, on va devoir changer notre manière d'écrire notre documentation, non plus pour des humains, mais pour l'IA, pour que l'IA puisse répondre à des humains plus efficacement. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter avec comment on amène l'IA dans la vie des gens aujourd'hui? Parce que les gens, en fait, qu'ils soient B2B, consumer, peu importe leur statut, ça reste des gens. Ben oui, puis là, ça dépend, c'est quoi. Moi, je suis dans le B2B beaucoup, évidemment. Complètement. Complètement. Déjà, de croire que d'autres compagnies vont faire comme ChatGPT, c'est une erreur. C'est déjà fini, vous n'aurez pas les moyens. Autant les continuer, les concentrer chez l'organisation qui a dominé le marché. Juste la marque ChatGPT, je ne sais pas combien ça vaut, il faudrait regarder en ligne, ça doit valoir des milliards. Il y a ça, mais il y a aussi une dégradation de l'IA en ce moment qui Oui. s'inscrit. Alors je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'est incroyable. T'as une équipe qui s'est amusée à voir ce que ça ferait de feeder une IA avec des données générées par une IA. Ouais, c'est bon ça. Et donc ils ont fait ça avec une écriture manuelle. Donc génère-moi une écriture manuscrite, pardon. Donc l'IA génère une écriture manuscrite. Tu inputs ça dans la deuxième en disant avec ces données-là, génère-moi une écriture manuscrite. Et tu vois qu'en fait, il y a un défaut qui se crée au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à la fin, l'IA elle te sort juste du flou. Il n'y a plus rien qui marche. Qui marche selon ton référentiel de départ. Selon ce cadre-là. Ouais. Parce que ce que tu expliques, ça ressemble à l'histoire des différentes formes d'écriture, où ça change petit à petit jusqu'à temps que la personne de base reconnaisse plus l'alphabet, mais une autre culture va dire « Ah, ça, c'est mon alphabet ». Sauf que là, on est même plus là-dedans. C'est même plus un alphabet qui a changé, c'est que on voit une dégradation de la qualité. C'est juste. Ah, la qualité, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais donc, ça, on le voit beaucoup. C'est juste complètement flou. Okay, et le problème qui se pose, c'est que je parlais en début de ce podcast de la manne d'informations qui a été créée, que 98% de la donnée de l'existence a été créée ces 2 dernières années, certes, mais maintenant, on arrive dans un accélérateur où l'essentiel de la donnée créée, ça va être de la donnée créée par de l'IA. Alors, quand justement on gouverne des systèmes d'IA, quand on crée des produits en IA, comment on fait pour savoir la donnée qu'on lui fait ingérer, si elle est d'origine humaine ou si elle est d'origine matérielle, IA? Et on va prendre des humains pour aller regarder des choses comme ça. C'est le monde à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers. Mais dernièrement, je parlais à une conférence à Toronto avec quelqu'un super articulé, etc. Puis je lui dis, je suis curieux, donc votre compagnie fait quoi dans la vie? Puis nous, on a des gens, dans le fond, je vais pas dire le pays, ça va être mal perçu, mais ailleurs... En utopie. Oui, en utopie, j'ai des vrais humains qui vont aller lire ça toute la journée, des documents de mon client, puis essayer de tout de suite noter l'IA si elle a bien répondu pour la tordre, pour la faire aller dans la bonne direction. Donc là, vous faites lire tout par l'IA, puis après, vous faites corriger l'IA par des humains que vous payez pas cher parce qu'ils sont dans un pays où eux sont très bien payés sûrement, mais dans le fond, votre taux de change canadien, américain versus européen versus eux, c'est rien, ça vous coûte rien. De toute façon, vos serveurs vous coûtent plus cher. Oui, mes serveurs me coûtent plus cher que mon équipe dans tel pays. Pour faire apprendre? Oui. Et là, je suis curieux. Mais je le savais, la réponse. Vos taux de réussite sont comment? Exceptionnels. Ok. Puis ça coûte rien. Et cette compagnie a beaucoup de succès parce qu'elle fait des projets. Elle dit, vous inquiétez pas, je vais vous lever un taux de précision dans les modèles incroyable. Sans jamais, il l'expliquait à moi parce que je lui ai posé plein de questions. Mais c'est pas grand public. Et donc, on a eu ça comme bien. On a eu celui que tu viens d'expliquer. Dans le fait qu'à un moment, il n'y aura pas assez d'humains. Donc, on va demander à des modèles de gérer des modèles de données créés par des modèles, etc. Et ça, voilà, on va dans le biais. On va dans un biais où là, oui, c'est très dangereux. Merci Alex de ta participation. Ça nous a fait beaucoup plaisir de t'avoir dans l'émission avec nous. C'était une première, donc le format va s'affiner un petit peu Exactement. Dans le futur. On essuie les plâtres, mais c'était un sujet vraiment intéressant, complexe. Je pense qu'on va peut-être refaire aussi une passe sur ce sujet-là plus tard dans le futur. C'est tellement énorme parce que c'est ça. On a juste fait le
le haut du panier, là. Tu sais, Ouais. on n'a pas été deep, là, tout ça, là. Donc, c'est ça. Plutôt Alex, t'en as pensé quoi? J'ai aimé. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les exercices comme ça. Ça permet. On n'a jamais le temps de se poser, de dire, OK, je vais réfléchir à tel sujet. Mais j'aime beaucoup faire ça, enseigner, intervenir. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on rentre un peu dans l'arène, même si c'était très gentil aujourd'hui, mais on réfléchit, on dit, ah, j'avais pas pensé à ça, on va de l'avant. Ça permet de structurer notre pensée. Ouais. Et en vrai, dans ce domaine-là, il faut être structuré, structurant, parce que sinon on va se perdre. Donc, excellent exercice. Je vais m'écouter, voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Bah, merci beaucoup. Merci. Puis Merci à tous. à la prochaine.